Épisode numéro 3. Saltimbanque et tempéré. Retournez la 15e carte du paquet. Durant les premiers jours de leur périple, nos héros ne s'adressent pas longuement la parole. Les travaux occupent leur journée, ce qui leur évite de trop réfléchir à la suite. Rappelons quand même qu'ils ont détruit la maison de leurs parents pour alléger leur tortue et faciliter leur fuite. Au préalable, ils avaient bien pris quelques matériaux et mis des outils de côté, car ils pourraient en avoir besoin. Mais ensemble, il faut bien qu'ils reconstruisent un abri de fortune pour les nuits trop fraîches. Il y a aussi des réparations à faire. Avec leurs javelots, les poursuivants ont déchiré le tissu de leur dirigeable, et il faut patiemment le recoudre. Plus grave encore, la citerne d'eau, l'objet le plus important pour survivre en voyage, a été endommagée. L'héroïne et le héros en colmatent donc les fissures, resserrent les lattes qui les maintiennent debout. Dans l'intervalle, toutefois, le tonneau s'est à moitié vidé, au travers des interstices. C'est un problème. Les fuyards comptaient sur un tonneau intégralement plein pour entamer leur voyage. Ils vont donc modifier leur plan, d'autant qu'un dernier problème les préoccupe, la colonne qui permet de récupérer l'eau de pluie quand on traverse une zone nuageuse est endommagée. Décrivons rapidement cette colonne qui est dessinée sur notre carte. C'est une sorte d'entonnoir géant dont les parois sont en toile et qui peut s'élever vers le ciel grâce à un système de ballons accrochés à un arceau de bois. En l'air, cette colonne peut rapidement concentrer une plus grande quantité de pluie vers le tonneau posé sur la tortue. Or, l'arceau dont nous venons de parler est en partie brisé et l'un des ballons qui permettait de grimper vers le ciel a été crevé. Il n'y a pas de rechange. Plutôt qu'ils ne l'auraient prévu, nos héros prennent donc la direction d'une zone nuageuse. Les pirates sont un risque à prendre. Ils ont besoin d'augmenter leurs réserves, de croiser si possible d'autres voyageurs avec qui négocier de quoi retaper leur colonne. C'est là que le destin leur sourit. Alors qu'ils ont remarqué une ligne de nuages au sud-ouest et qu'ils s'y dirigent, ils aperçoivent une silhouette de tortue au-dessus de laquelle plane un immense entonnoir. Le cœur joyeux, ils reconnaissent un porteur d'eau. Qui sont les porteurs d'eau ? Ce sont des gens avec un statut très particulier dans ce monde-ci. Ce sont des femmes et des hommes qui vivent continuellement sous le couvert des nuages, car ils n'ont rien à craindre des pirates. Pourquoi ? Parce qu'ils chevauchent des tortues difformes, des avortons aux pattes graciles, aux coups trop longs, des tortues qui ne vivront pas longtemps et que personne ne voudrait kidnapper. Jamais un pirate n'a attaqué un porteur d'eau. Ce pourquoi, ces personnes-là peuvent à leur gré sillonner les zones pluvieuses, y déployer tranquillement leurs entonnoirs, remplir leurs tonneaux, remplir un second tonneau, remplir tonneau sur tonneau en fait. Puis quand ils croisent la route de voyageurs, pareil à nos héros, ils troquent ces tonneaux contre de la nourriture, une histoire ou quelques matériaux dont ils ont besoin. Prenez maintenant la carte numéro 16. Les porteurs d'eau, eux-mêmes, ce sont des drôles d'olibrius. Pour être reconnus de loin par les pirates, mais la légende dit que c'est surtout par fantaisie, ils portent des bonnets à grelots surmontés de flagelles de tissu qui s'agitent au vent. Ces couvre-chefs rappellent les crêtes hypertrophiées qui coiffent certaines de leurs tortues infirmes. Celui que croisent nos héros ne fait pas exception. Appelons-le pour la suite le saltimbanque. Nos héros s'approchent de lui et lui expliquent leurs problèmes. Il leur faut de l'eau, mais surtout de quoi réparer leur colonne. Mais alors qu'il les écoute, le saltimbanque se met à rire et à jongler avec les ballons de remplacement qu'il pourrait leur vendre. « Vous n'avez pas assez d'argent pour que je vous vende un tonneau d'eau ? Un ballon, pourquoi pas ? Lequel vous voulez ? demande-t-il. Attrapez-en un, il est à vous. » Et il jongle de plus belle. Sous les yeux des jumeaux, les ballons font des cercles gracieux, et maintenant que l'héroïne et le héros distinguent les couleurs, quelque chose les frappe. Parmi les ballons qu'on leur présente, tous sont rouges, sauf un, qui a des tons un peu plus orangés. Or, sur leur propre système de colonne, tous les ballons sont de cette même couleur orangée. Nos héros ne savent pas si ça a une quelconque importance, mais ils ne veulent pas prendre de risques, en panachant les ballons. Après avoir échangé un regard entendu, le héros se saisit donc du précieux sésame, et tandis qu'il l'empoche, ni lui ni sa sœur ne remarquent le bref froncement de sourcils du saltimbanque. Retournez maintenant la carte numéro 17. En trouvant de quoi réparer leur colonne, nos héros sont heureux, et particulièrement notre héros. Lui qui broyait du noir a enfin une occasion de sortir de sa torpeur. Dans la tribu, ce sont souvent les hommes à qui on apprend à entretenir les objets les plus complexes. Voyant sa sœur inquiète de mal faire en touchant la colonne, l'arceau ou les ballons, il s'attelle seul au redressement de la machine. Il rabote, il répare avec zèle. Avant de se séparer du saltimbanque, il faut en effet vérifier que tout fonctionne. Les chances de croiser une aide aussi providentielle sont beaucoup trop faibles.
En moins d'une heure, le travail est terminé. La colonne s'élève de nouveau vers les cieux et les jumeaux remplissent joyeusement leurs tonneaux jusqu'à ras-bord, sous l'œil amusé du saltimbanque. Retournons maintenant la carte numéro 18. La joie de nos héros, malheureusement, est de courte durée. Le niveau de remplissage du tonneau est presque idéal, quand soudain, le tonnerre retentit. Et en levant les yeux au ciel, l'héroïne semble remarquer, pendant ces quelques instants d'éclaircissement, une figure au milieu des nuages. Un pirate. Nos héros ont été remarqués. Il faut qu'ils fuient le plus vite possible. Les jumeaux réagissent donc d'un même élan. « Il faut partir !» crient-ils. Bien qu'il n'ait pas particulièrement à s'inquiéter, le saltimbanque non plus n'a pas l'air ravi de cette silhouette dans les cieux. Il prend vivement les légumes qui payent son aide, regarde les jumeaux galoper vers le sud, et lui-même se hâte vers le nord. Si nos héros avaient jeté un coup d'œil par-dessus leur épaule plutôt que vers le ciel, ils auraient remarqué que le saltimbanque les fixait avec un peu trop d'insistance. Mais ils fuient, ils n'ont pas le temps pour ça. Retournons maintenant la carte numéro 19. La bonne étoile du héros et de l'héroïne ne les a pas encore abandonnés. Ils quittent la zone pluvieuse, la zone dangereuse, sans être victimes d'attaques, ni même revoir de forme de pirate à l'horizon. C'était une alerte, rien de plus. Cette fois-ci, plus de doute sur la direction à prendre. La route du sud les attend, du moins jusqu'à qu'ils arrivent au bout de leur réserve d'eau. Avant la tombée du jour, ils font cependant une nouvelle rencontre. Au loin, à l'horizon, ils remarquent un rassemblement de plusieurs tortues. L'héroïne monte dans le dirigeable pour observer avec des jumelles, et elle arrive à la conclusion rapide que ce ne sont pas des tribus dont elle a entendu parler. Les formes des habitations, bien plus grandes et élaborées que celles qu'elle a jamais vues, les habits des individus qu'elle voit, tout lui annonce un peuple très très inhabituel. Elle en conclut que ces gens n'ont pas entendu parler d'eux, probablement. Il est peu probable que leur propre tribu ait envoyé un message pour les faire arrêter. Ils peuvent donc s'en approcher. Ce qui les confirme dans cette intuition, c'est que les inconnus ont détecté leur présence, mais ne font pas signe de s'élancer dans leur direction. On ne les prend pas en chasse. Alors les jumeaux continuent d'avancer, tendent le cou pour voir ce qu'il se passe. C'est alors qu'ils assistent à une scène absolument incroyable. C'est la scène dépeinte sur cette carte, un déménagement d'arbres. Nos héros savent qu'il est possible, quand une tortue est malade ou mourante, qu'on transvase sa végétation, ses cultures, son habitation vers une autre tortue. Mais ici, le plus étrange, c'est que l'animal devant eux ne donne aucun signe de fatigue ou de débilité. Simplement, on déplace l'arbre, un chêne vénérable que 10 personnes portent à bout de bras, pour le rempoter chez une de ses voisines. Étrange situation. Prenons la carte numéro 20 pour en savoir plus. Quand ils sont suffisamment prêts pour qu'on puisse leur adresser la parole, on les aborde. « Venez, dit quelqu'un. Le roi et la reine vous ont remarqué qui avançait. Venez les saluer. » L'héroïne a l'air inquiète. Un roi, une reine? Qui sont-ils et que font-ils en cet instant? Qu'est-ce que c'est que ces tortues qui déplacent des arbres? Ils vont tout vous expliquer. Approchez, approchez. Les jumeaux hésitent un instant, puis finalement se laissent guider. Et voilà qu'ils aperçoivent sur la tortue où on replante l'arbre en cette seconde même, un couple qui leur fait signe. Bien étrange couple en vérité. Lui est effectivement roi. Il a en tout cas une couronne à ses pieds. Mais son épouse, celle qu'ils appellent la reine, c'est une guerrière. Elle est habillée de pied en cap, avec une énorme armure, et porte le sceptre que devrait porter son mari. « Bonjour, dit-elle en les accueillant, soyez les bienvenus. Nous sommes le roi et la reine des tempérés. À vous voir, je dirais par contre que vous êtes des ascètes. » Les héros l'avaient soupçonné, et ils le devinent à travers les paroles du roi et de la reine. Il existe donc plusieurs peuples, des peuples avec des coutumes différentes. C'est absolument incroyable pour eux. Ils continuent donc d'écouter ce que leur dit la reine. « Ne vous effrayez pas du déménagement auquel vous assistez. Mon mari, le roi, va partir en voyage, et je m'occuperai de l'intendance pendant son départ. C'est pour ça que je récupère son chêne. C'est au pied de lui que je rendrai la justice. » Mais où va-t-il demandent les jumeaux, absolument déboussolés. Il se rend chez le troisième peuple, ceux qu'on appelle les érudits. Retournons la carte numéro 21. La reine continue d'expliquer. Chez nous, les tempérés, et je vous expliquerai ce que sont les tempérés plus tard, la tradition veut que le fils des rois, s'il a le don de voir les couleurs, soit envoyé dès l'enfance chez les érudits. Là-bas,
il y a un palais où on apprend à lire le tarot. Au bout d'un certain âge, lorsqu'il sera maître du jeu de cartes, son père, et lui seul, aura le droit d'aller demander qu'on lui rende son fils, qui pourra ensuite régner sur notre peuple. C'est un apprentissage, et il est temps d'y mettre fin. Le roi se met à rire. Ce sont des ascètes, tu leur parles une langue qu'ils ne comprennent pas. Il est temps de leur expliquer beaucoup de choses. Voir l'air attendri du mari un peu fantasque, les héros sentent qu'ils vont apprendre beaucoup de choses. Prenons et retournons la carte numéro 22. Comme s'il n'était pas roi mais professeur, l'inconnu déroule une énorme carte qu'il a fait chercher à l'arrière de sa tortue. Vous ne le savez probablement pas, dit-il, mais il existe 3 peuples dans notre monde. Le premier, ce sont les ascètes, des gens comme vous. C'est un peuple qui a décidé, il y a des siècles, de rejeter le tarot. Pour empêcher les ascètes de s'intéresser au tarot et d'essayer d'en trouver la source, on étouffe toute volonté de culture et d'intérêt chez eux. On vit dans la pauvreté et la dureté chaque instant de sa vie. C'est extrêmement étonnant que vous ayez réussi à échapper à votre propre tribu, car généralement, les gens y sont extrêmement, extrêmement sévères. Le deuxième peuple, ce sont les érudits, ceux qui vivent le plus au sud. Eux, ce sont ceux qui maîtrisent le tarot. C'est un art divinatoire, et ils ont créé une école pour être capables de le contrôler. Ils ont une énorme ville, si puissante, regroupant tellement de tortues et si bien armée, que les pirates n'osent pas l'attaquer. Nous sommes le peuple entre les deux, ce qu'on appelle les tempérés. Si nos enfants maîtrisent le tarot, nous ne les tuons pas, nous les envoyons chez les érudits pour qu'ils soient formés. Et contrairement aux ascètes, nous acceptons de nous améliorer. Nous travaillons sur nos cultures, nous créons de nouveaux instruments que nous utilisons pour améliorer notre train de vie. Nous acceptons d'avoir des plus grandes maisons. Mais nous voyons les couleurs, nous lisons le tarot, dit le héros avant que sa sœur ait pu l'empêcher de parler. « Ah, j'en étais sûr, dit la reine. Je l'ai senti chez vous. C'est pour ça que vous fuyez, n'est-ce pas? Pour ne pas être des parias auprès de votre propre tribu. Vous êtes prêts à descendre la route des couleurs, n'est-ce pas ?» L'héroïne hésite à répondre. C'est sans doute trop s'engager. Puis finalement, elle se lance. « Oui, c'est ce que nous voulons faire. » « Très bien, dit le roi. Dans ce cas, nous allons dans la même direction. Vous allez vers le sud et je vais moi aussi vers le sud. Cheminons ensemble. Mettons nos tortues côte à côte et rendons-nous chez ce peuple érudit pour récupérer mon fils et vous permettre d'en savoir plus sur votre aventure. Et c'est ainsi qu'ils se dirigent ensemble vers une nouvelle étape de notre aventure dont nous parlerons dans l'épisode 4.